Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Merci encore d'être là aujourd'hui pour la session en français sur l'introduction des concepts concernant l'éducation financière, comment obtenir l'indépendance financière que l'on cherche tant. Donc, c'est une des premières séries que nous sommes en train d'initier pour aborder certains sujets qui ne sont peut-être pas nouveaux, mais qui sont quand même importants. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de certains concepts clés, comme je l'ai dit. Donc, c'est quoi? On va vraiment commencer par le b.a.-ba. Donc, pourquoi est-ce que l'on fait une planification financière? Parce qu'à un moment donné, on se perd un peu euh, dans le tralala de tous les jours. On va en reparler. Les stratégies de gestion de risque. Alors, c'est important parce que c'est ça qui permet de faire son plan, c'est ça qui permet de prendre des décisions. Après, c'est tout ce qui est pyramide de l'indépendance financière. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui est véhiculée ça et là. Le concept de la courbe en X, donc la richesse par rapport aux responsabilités. On va aussi en parler. Et puis après, on va parler de l'intérêt composé, la valeur du temps, de l'argent, intérêt simple et composé. La fiscalité, donc ici au Canada, à quoi est-ce que l'on doit s'attendre? Les réalités ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Donc, on va voir ici comment est-ce que la fiscalité, les impôts peuvent être utilisés lorsqu'on sait comment ça marche. La formule de la richesse, donc c'est un peu comme un récapitulatif de toutes ces notions que nous allons voir tout à l'heure. Et les habitudes, bien sûr, parce que c'est les habitudes qui permettent d'obtenir cette indépendance financière que l'on cherche tant. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mause Foliavli. Je suis un monsieur avec un background IT à la base. Donc, j'ai commencé comme développeur. Et puis après, je suis plus allé avec des projets informatiques. Mais pendant près de mes 20 ans d'années de carrière professionnelle, j'ai quand même porté plusieurs casquettes. Gestionnaire de call center par ici, directeur de structure. J'ai tradé ma bosse dans beaucoup de startups aussi. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé depuis quelques mois d'ajouter une couche d'éducation financière pour pouvoir offrir aussi, parler de finances avec les gens parce que ici, les réalités ne sont pas les mêmes. Et je trouve aussi qu'avec les finances, on peut parler, on peut discuter avec tout type de personnes. Alors que lorsqu'on reste juste dans la gestion de projet, les gens pensent des fois que c'est IT simplement ou c'est certains types de cas qui sont concernés par la gestion de projet. On le verra plus tard, ce n'est pas le cas. Mais bon, dans tous les cas, aujourd'hui, je parle beaucoup plus finance avec les gens, mais vous allez voir aussi que mon background me sert énormément. Donc, sans plus tarder, nous allons avancer sur les concepts prévus. Donc, le premier concept, c'est quoi? L'indépendance financière. Vous avez de l'argent, vous travaillez, vous arrivez à un moment donné de votre vie et vous vous dites, j'aimerais bien prendre ma retraite à un âge donné. Mais on ne s'assoit pas pour chercher à comprendre qu'est-ce qu'il me faut. Si aujourd'hui j'ai 30 ans et je veux prendre ma retraite à 65 ans, 70 ans, déjà aujourd'hui l'habitude c'est que les gens ne veulent plus travailler. On a la paresse, on n'a plus cet engouement forcément là de travailler ou on veut maximiser le retour sur chaque effort que l'on fait. Alors, une chose est de penser, une chose est de vouloir, une chose est de s'asseoir, de faire les calculs, d'être vraiment réaliste et faire des pas, poser des actions pour aller dans ce sens-là. Donc, une des choses que l'on fait, c'est déjà de savoir pourquoi est-ce que je veux planifier mes finances. Est-ce que c'est pour ma retraite? Est-ce que c'est pour ma famille? Est-ce que c'est pour faire le tour du monde? Est-ce que c'est juste pour s'enjailler, comme le disent certains? Donc, cette première étape, elle est très importante parce que c'est ça qui va marquer euh, beaucoup de choses. Ça va permettre de prendre beaucoup de décisions, que ce soit sur combien d'années est-ce que vous voulez faire l'effort
que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est une cotisation? À quel moment est-ce que vous allez vous dire, bon, mon objectif est atteint, même si je continue, je sais que c'est juste pour le plaisir, etc. Donc, il est important de savoir ses objectifs à court, moyen et long terme. Et vous allez voir plus tard que le long terme est conditionné par l'objectif qu'on s'est fixé et c'est ce qui va vous permettre de prendre certains véhicules parce que vous savez que lorsque vous avez commencé par vous investir euh, dans ce projet-là, c'est parti pour 5, 10, 20, 30, 40 ans. Alors, la deuxième notion, c'est la notion de stratégie de gestion de risque. On en a quatre. La première, c'est vous décidez d'éviter le risque qui peut arriver. Donc, supposons que vous avez peur des accidents de voiture. Si vous voulez éviter les accidents de voiture, une chose que vous pouvez faire, c'est de ne jamais prendre de voiture. Deuxième stratégie, c'est de réduire le risque. Donc, si vous devez quand même aller en voiture, vous allez vous dire, OK, pour réduire l'accident, pour réduire les risques d'accident, je vais respecter le code de la route, je vais vérifier que ma voiture est toujours en bon état chaque fois que je suis en train d'aller d'un point A à un point B. La troisième stratégie, c'est de conserver. Donc, je sais que je ne peux pas ne pas aller en voiture et je suis prêt à assumer les conséquences. Je ne fais rien de spécial. J'attends que ça arrive pour gérer. La quatrième, c'est de transférer la gestion de risque à une autre entité. Et c'est dans ce cadre-là que nous parlons des assurances. Et je dirais qu'aucune des stratégies n'est mauvaise. Tout est question de choix, tout est question de contexte. Mais il est important et il est bien de savoir quelle est la stratégie que je veux aborder. Ça fait que vous êtes posé, vous êtes tranquille. Quand quelqu'un vient vous dire, ah, vous avez peur des accidents et tout, vous pouvez dire oui, mais voici ce que j'ai décidé de faire. Pour preuve, il y a des assurances qui sont obligatoires et d'autres euh, qui ne le sont pas. Et vous allez voir que les gens font le choix de ne pas prendre toutes les assurances. D'accord? Donc, c'est un choix que vous faites parce que vous êtes conscient de comment est-ce que vous avez prévu gérer les risques là. Alors, il y a cette notion de pyramide d'indépendance financière et vous allez voir quatre niveaux la plupart du temps. Mais par expérience, j'ai ajouté une autre couche tout en bas. Alors, cette façon de représenter les différents piliers ou les différentes cases que l'on coche lorsqu'on fait une planification stratégique financière permet d'avoir une approche. En anglais, on parle de framework, d'avoir une étape, une stratégie, pas à pas. Donc, la première couche de base, l'éducation financière, elle intervient que euh, même si on pense que c'est optionnel, cela devient obligatoire parce que lorsque vous êtes quelqu'un du métier et que vous voulez aider un client ou lorsque vous-même vous voulez faire votre planification financière, lorsque vous ne comprenez pas les concepts, c'est difficile à faire. Donc, même si vous ne voulez pas passer du temps là-dessus, quand vous allez commencer par travailler sur les autres paliers, vous retournerez vous documenter sur l'éducation financière. Et ça ne finit pas parce que c'est les concepts, c'est les notions, c'est les mises à jour, ça et là. Le niveau qui suit, c'est la protection adéquate. Alors, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on travaille, on a un salaire et la première chose qu'on veut faire après avoir commencé par économiser un peu, c'est d'investir. Mais on oublie que si quelque chose nous arrivait, nous n'allons même plus avoir cette rentrée financière-là qui nous permet de penser à faire de l'investissement ou à réaliser nos projets. Donc, il est quand même bien de penser à se protéger ou pour protéger ses biens, protéger ces différentes sources de revenus que nous avons. La protection se décline, je dirais, sous trois aspects. Il y a la protection classique, donc vous avez une assurance. Il y a la protection en cas de, euh, genre si vous avez une maladie qui a été détectée, qui n'est pas prévue, ou lorsque vous avez un accident, donc un événement clé qui va prendre quelques temps, donc quelques semaines, quelques mois,
il y a généralement ces trois scénarios-là qu'on essaie de couvrir. Donc ça, c'est la protection. L'autre palier, c'est la gestion des dettes. Donc, c'est très difficile, je dirais impossible, de devenir riche ou d'avoir cette indépendance financière lorsque vous croulez sous les dettes. Et donc, il est important d'avoir un regard sur ce que l'on a comme dette. En passant, dans sa planification, on n'évolue pas d'une étape à une autre. On travaille sur tous les leviers, on travaille sur toutes les cases en même temps. Et donc, vous aurez, si c'est par mois que vous voulez fonctionner, vous aurez une partie de vos revenus mensuels qui vont servir à éponger vos dettes, une partie pour la protection, ainsi de suite. L'autre palier qui est les fonds d'urgence, c'est pour les imprévus. Alors, bien sûr, vous savez déjà ce que c'est que les imprévus, vous en avez sûrement eu. Et nous savons que ça ne se prévoit pas en termes de montant, en termes de durée. Vous avez beau avoir des millions sur votre compte, lorsqu'un parent, lorsque vous-même, vous avez des soucis de santé, on sait que c'est très vite parti avant même que vous ne vous en rendez compte. Donc, les fonds d'urgence, idéalement, c'est d'avoir un montant en tête, 3 mois, 6 mois. Le nombre de mois varie d'une personne à une autre, mais l'idéal, c'est de pouvoir, en cas d'urgence, tenir un certain nombre de mois pour pouvoir rebondir. Et le dernier palier maintenant, c'est de faire l'investissement. Alors, ce qui est bien aussi, lorsque vous avez un fonds d'urgence, c'est que vous pouvez faire cet investissement-là sans être ébranlé. Vous avez vu dernièrement avec les décisions politiques, comment est-ce que le marché a un peu chuté. Et là, lorsque vous ne dépendez pas de vos revenus de tous les jours, lorsque vous avez un fonds d'urgence, vous êtes tranquille, vous investissez sur du long terme, vous avez une bonne stratégie. Alors, l'autre concept que nous allons aborder, c'est la courbe en X. Donc, c'est une courbe qui met euh, en porte-à-faux la notion de richesse et de responsabilité. Lorsque vous êtes jeune, vous avez une famille, vous avez beaucoup de responsabilités. Vous avez généralement au Canada, aux États-Unis, dans les pays développés, vous faites des prêts pour acquérir des biens. Donc, vous avez votre maison, l'hypothèque à payer, vous avez votre voiture, vous avez les études, vous avez la famille, les enfants, et tout ça représente beaucoup de responsabilités. Donc, même si vous avez un très bon salaire, même si vous avez de très bons projets qui vous rapportent beaucoup d'argent, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas vraiment déployer toute votre puissance. Mais plus le temps passe, plus les années passent, ceux dont vous êtes responsable, ils grandissent aussi, ils deviennent eux-mêmes autonomes. Et du coup, lorsque vous avez fait une bonne planification, vous vous retrouvez avec plus de moyens financiers. Alors, donc, c'est la courbe blanche qui montre comment est-ce que vous avez d'abord sur l'axe horizontal, vous avez l'âge. Donc, vous êtes moins âgé, du moins âgé au plus âgé. Vous avez la courbe de richesse qui augmente et vous avez la courbe de responsabilité qui diminue, donc la courbe blanche. Prendre conscience de cette notion permet, encore une fois, lorsqu'on fait sa planification, de savoir ce qu'on choisit comme outil pour avancer. L'autre concept qui n'est pas nouveau, c'est l'intérêt composé et l'intérêt simple. Alors, je ne vais pas rentrer dans les calculs, vu que on a différents types de profils en train d'assister à cette présentation, mais vous avez deux parties dans le tableau. La première partie, c'est lorsque vous avez l'intérêt simple qui est appliqué à ce que vous avez investi comme montant. Et la deuxième partie, c'est lorsque vous avez l'intérêt composé. Donc, si c'est un intérêt simple, vous allez voir que le montant qui est utilisé avant le calcul de l'intérêt, il est pratiquement standard. C'est-à-dire que l'intérêt ne change pas parce que c'est l'intérêt simple. Mais lorsque c'est l'intérêt composé, le capital sur lequel s'applique l'intérêt change. Pourquoi? Parce que vous bénéficiez de l'intérêt appliqué au précédent capital. Et donc, lorsque l'on connaît ce principe, on cherche d'abord tout ce qu'il y a comme option avec intérêt composé. Ça permet aussi
lorsque vous voulez faire certains calculs, exemple, vous voulez savoir dans combien d'années est-ce que votre capital va doubler, vous divisez 72 par le taux de rendement. Vous avez aussi la preuve que plus tôt vous investissez, plus tôt vous faites une bonne planification stratégique, plus tôt vous bénéficiez de cette notion de temps. Alors, une petite parenthèse ici. Cette notion d'intérêt composé, c'est un couteau à double tranchant. Autant ça vous aide lorsque vous avez investi votre argent dans un bon véhicule financier, autant ça vous pénalise lorsque c'est une dette. Donc, lorsque vous avez une dette avec un taux élevé, par exemple, le même principe de diviser 72 par le taux vous permet de savoir quand est-ce que votre dette va doubler. Donc, il faut en être conscient et, encore une fois, faire sa planification en conséquence. Alors, l'autre concept qui n'est pas évident, en tout cas, moi, c'est une nouvelle information que j'ai eu à acquérir ici, c'est qu'au Canada, vous avez trois façons d'application de la fiscalité ou des impôts. Vous avez les produits sur lesquels vous êtes imposé tout de suite. Vous avez l'impôt différé. Donc, il y a certains nombres de produits sur lesquels vous payez les impôts seulement plus tard, pas tout de suite. Et vous avez ceux qui bénéficient d'un avantage fiscal. Donc, vous ne payez pas d'impôts en fait sur ces véhicules-là. Mais bien évidemment, l'État sait comment contrôler. Donc, quelques exemples. Si c'est votre compte chèque, votre compte épargne, oui, vous êtes imposé tout de suite. Tout ce qui est retraite, RESP ou bien REEE pour le compte pour épargner pour vos enfants, pour bénéficier aussi de la contribution de l'État, vous ne payez pas tout de suite. C'est au moment de retirer l'argent pour les études ou si c'est votre pension, c'est à ce moment-là que vous êtes taxé. Et généralement, soit si c'est pour les études parce que vous êtes encore tout jeune, votre taux, votre marge n'est pas élevée, soit si c'est à la retraite, à cause de votre âge, vous avez aussi une petite marge. Encore une fois, comprendre cela permet de faire ces calculs et de savoir pourquoi est-ce que je choisis tel véhicule parce que je veux payer moins de taxes. Donc, voilà un peu comment est-ce que les taxes fonctionnent ici, les trois catégories, et bien évidemment, il est bien de le savoir. Alors, la formule de la richesse, c'est un peu le récapitulatif des notions que nous avons abordées plus tôt. Bien sûr, vous avez besoin de l'argent pour créer votre richesse. Vous avez besoin du temps et c'est bien de faire un plan parce que ça vous permet de vous projeter sur plusieurs années, pas juste des plans à court et moyen terme. Le taux, comme je l'ai expliqué, donc en fonction de comment faire le calcul, tantôt ça va être plus, tantôt ça va être moins, si c'est les dettes ou si c'est un investissement. Les impôts, bien évidemment, ici, tous les jours, il n'y a pas un seul jour où vous n'êtes pas conscient des impôts qui sont là avec vous. Et la notion d'inflation aussi, généralement dans les calculs financiers, on utilise 3% comme taux, comme valeur pour faire les calculs. Donc, la dépréciation, l'inflation, c'est, juste pour rappel, c'est ce constat que l'on fait par rapport à la valeur de ce que nous pouvons acheter avec les moyens que nous avons. Donc, il y a de cela 10, 15, 20 ans, ce que nous étions capables de faire avec le salaire n'est plus la même chose aujourd'hui et les années à venir, ça va être encore le même scénario. Donc, vous allez voir, si vous faites de vos recherches, vous allez voir par exemple que le coût des maisons, il y a de là 20-30 ans, c'était proche des salaires, mais aujourd'hui, l'écart est tellement grand que des fois, on se demande comment est-ce que les gens vont pouvoir s'en sortir sans s'asseoir et faire les calculs qu'il faut. Alors, une fois que l'on a pris conscience ou une fois qu'on s'est rappelé toutes ces notions-là, l'élément de base ou l'élément commun, c'est les habitudes. C'est les habitudes qui nous permettent de pouvoir appliquer le plan que nous allons mettre en place.
comment est-ce que nous gérons les dettes, comment est-ce que chaque jour, est-ce que dès que j'ai un bon salaire, une augmentation de salaire, je change mes habitudes. Ce sont des petites choses de tous les jours qui nous permettent en fait non seulement d'avoir un plan fiable, d'exécuter ce plan et de pouvoir jouir des fruits de notre plan. Alors, maintenant, je vais vous poser trois questions. Vous allez vous-même répondre à ces questions et c'est ce qui vous permettra aussi de savoir quoi faire euh, pour la suite. Donc, si vous perdez votre emploi aujourd'hui, combien de temps vos économies vous permettraient-elles de tenir? D'accord? Deuxième question, si vous avez une urgence qui vous coûtait 2 000 $ demain, devriez-vous vous endetter pour y faire face? Je ne mentionne pas les cas de décès. Ici, on aura d'autres séances pour aborder ces genres de cas. Mais lorsque vous avez de la famille, lorsque vous avez un décès à l'étranger, surtout au Canada, vous êtes surpris des montants qui vous sont demandés pour gérer ces cas. Lorsque vous avez un parent en visite qui a un souci de santé, que vous allez devoir gérer ces dépenses-là de votre poche, vous comprenez qu'il est bien, il est vivement recommandé, comme on le dit, d'avoir un plan pour ces genres de scénarios. Troisième et dernière question, savez-vous combien d'argent il vous faudra pour prendre votre tête et à quel moment? Alors, il y a des outils que nous allons voir dans les jours à venir pour faire ce genre de calcul. Vous mettez par exemple le montant, vous mettez l'année où vous voulez prendre votre tête et il vous fait les calculs pour que vous ayez une idée plus ou moins claire de ce qu'il faut faire. Alors, ceci dit, en sommaire, nous avions abordé encore une fois ce que c'est que l'indépendance financière. Pourquoi est-ce que l'on fait son plan? Pourquoi est-ce que on est prêt à faire des sacrifices? Deuxième, c'est les différentes stratégies de gestion de risque qui vous permettent d'être à l'aise dans votre peau lorsque vous prenez vos décisions. La troisième, c'est cette pyramide d'indépendance financière qui permet de pouvoir aller de façon mathématique, de façon claire lorsque vous établissez votre planification stratégique. Le concept de courbe en X, donc la richesse par rapport à la responsabilité. L'intérêt simple, intérêt composé. La fiscalité, comment est-ce que ici ça s'applique. La formule de la richesse et encore une fois les habitudes. Donc, pour aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est pour aborder les notions de base pour pouvoir avancer sur des concepts un peu plus pointus, un peu plus compliqués, complexes les prochaines fois. Et donc, n'hésitez pas à visiter notre site que nous sommes en train de mettre à jour chaque jour. Vous avez les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, cette chaîne YouTube. Et on se dit à très bientôt. Merci. Bye bye.